Les États-Unis, la Californie, San Francisco. C'est tout un univers cinématographique qui ressurgit au travers de films et de séries mythiques américaines. Alors, quoi de plus normal que de commencer mon voyage dans les rues de San Francisco en me prenant pour un agent très spécial, ayant pour mission la découverte des vins californiens. Première étape de ma route des vins en Californie, retrouver mon contact sur place, John Trinidad, un des journalistes les plus en vogue de la ville et un spécialiste du vin. John, dites-moi, on est près des vallées de Napa et de Sonoma, je me trompe pas? Vous vous trompez pas. Si vous roulez de l'autre côté du Golden Gate Bridge, venant de San Francisco, vous arrivez sur la route 101. Ensuite, si vous allez tout droit, vous arrivez à Sonoma. Et si vous allez vers l'est, vous avez Napa. En Amérique du Nord, ici, ce sont les portes du vin. Je quitte San Francisco par la route 29 pour parcourir les 80 km qui me séparent de la Napa Valley, la plus renommée des vallées de la Californie, parsemée de nombreuses petites villes pleines de charme, comme celle de Calistoga. Mais si je suis passé par la route 29, c'est surtout qu'elle est la route des vins de la Napa. C'est la seule à longer le circuit du Wine Train, le train du vin, qui dessert les meilleurs vignobles du pays sur 50 km. Le premier vignoble sur ma route des vins est un pionnier des grands crus californiens, une propriété extraordinaire, le domaine Newton. J'arrive pas à croire qu'on avait ça au-dessus de la tête. Oui, nous sommes juste au-dessus des caves de Chardonnay. Ah, c'est vraiment superbe. Tout à fait, c'est magnifique. Incroyable. Mais ça a surtout un but précis. Le jardin isole nos caves et garde une température constante toute l'année. Mais dites-moi, ici à Napa, quelles sont les variétés les plus connues? Eh bien ici, dans la vallée, le Cabernet Sauvignon est roi, bien sûr. Étant à Spring Mountain, qui est une région extrêmement chaude, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, le Petit Verdot et le Cabernet Franc sont les principales variétés. Plus au sud, nous possédons aussi des vignes dans la région de Carneros, qui est plus fraîche. C'est un climat plus proche de la Bourgogne. On a donc privilégié le Chardonnay et le Pinot Noir. Je reprends à présent la route pour rejoindre un autre vignoble phare de la Napa, le château Montelena. Le château s'est fait connaître en 1976 en s'illustrant avec son fameux Chardonnay. Pour la première fois, un vin américain battait les vins français dans un test à l'aveugle, organisé lors du Paris Wine Tasting. Dites-moi une chose, Beau. Il vous a fallu 2 ans pour faire le Chardonnay qui a gagné un prix à Paris. Vous devez avoir un secret. Oui. Oui. Vous pouvez me dire votre secret? Je peux, mais je devrais vous tuer après. Finalement, regardez. Tous les vignobles à travers le monde ont des cuves en inox, ou des fûts de chêne français, ou alors des fûts en bois français. Et tous les vignerons du monde ont les mêmes outils. Ce que nous avons de spécial et d'unique ici, c'est notre terre. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Une chose importante à savoir à propos de la Napa Valley, c'est qu'elle s'est formée par les mouvements des plaques tectoniques. Donc, quand la Terre s'est formée, toute la Californie était au fond de l'océan. Quand elle s'est brisée, ça s'est passé de telle sorte qu'une face a été exposée à l'ouest et l'autre à l'est. Peut-être une balade en montgolfière pour avoir une belle vue sur la Napa Valley et voir à quoi ça ressemble aux premières lueurs du jour. Debout dans les airs, je peux contempler l'étendue des 17 000 hectares de vignes qui forment la plus célèbre terre de vin des États-Unis d'Amérique. Après la visite des 2 vignobles d'exception dans la Napa, je prends la direction de l'ouest pour une autre vallée, berceau de la viticulture moderne californienne, la vallée de Sonoma. Ma première destination dans cette vallée me conduit vers un vignoble familial aux racines italiennes, le domaine Seghesio. La famille qui produit quelques cépages d'origine italienne a été la première à planter en 1895 un cépage noir, aujourd'hui emblématique de la Californie, le Zinfandel. Pour moi, ce qui est bien avec le Zinfandel, c'est que c'est un vin typiquement californien. Rien que pour vous donner une idée, dans les années 1890, il n'y avait pas moins de 90% de plants de la Napa et Sonoma qui étaient du Zinfandel, jusqu'à ce que le Cabernet et le Chardonnay s'imposent, ainsi que dans d'autres parties de Sonoma, notamment dans les années 70. Mais le Zinfandel était bien le roi dans les années 50-60. Alors maintenant, attache le bout là.
Décidément, cette route des vins est pleine de surprises. Me retrouver en cuisine à faire des saucisses italiennes avec l'un des plus importants propriétaires de la Sonoma, improbable. Regarde ça, regarde ça. Tu as vu ça? Ah oui, c'est du beau travail. La vallée de Sonoma est bordée par la côte Pacifique. Elle concentre un grand nombre de petites villes discrètement figées, espérant garder leur intimité face à l'océan. Bolinas est l'une d'entre elles. La communauté de Bolinas a choisi un mode de vie rétro dans l'esprit des années 70, c'est-à-dire naturel, bio, communautaire, hippie quoi. Et si ici on respecte la nature, j'espère qu'elle en fera autant pour moi. En effet, je ne pouvais pas trouver un meilleur endroit pour prendre le premier cours de surf de ma vie, un rêve californien. Et c'est Nick qui aura la lourde charge de m'éviter la noyade. Parle-moi un peu de cet endroit. Parce que j'ai vu que les panneaux étaient cassés. Les habitants ne veulent pas de visiteurs ici? Oui, il y a à peu près 20 ans, les gens ont commencé à casser les panneaux pour que ça soit plus difficile de trouver Bolinas. Et la municipalité a laissé faire. Il y a eu un moment où la région a essayé de remettre les panneaux, mais les gens les détruisaient à nouveau, donc ils ont fini par abandonner. Depuis, on n'a toujours pas de panneaux. Et voilà, respectez la nature, elle vous le rendra. Ce jour-là, le Pacifique a été clément avec moi. Pour tout dire, j'avais peur de commencer sur des vagues à la Point Break. Mais dans 50 cm de houle, c'est une promenade de santé. La plupart des vignobles de cette partie de la Sonoma est balayée par des vents frais et marins, permettant une lente maturation du fruit. Ces conditions sont idéales à l'élaboration du pinot noir. Et pour en déguster un excellent, je me rends au domaine de Flowers, blotti derrière les premiers remparts de collines, face à l'océan. La poussière est nuisible à la vigne. C'est à la lecture de ce panneau que Jason Jardine nous ouvre son domaine. C'est magnifique. Quelles sont les influences du Pacifique sur les vignobles? Eh bien, vous les sentez maintenant. Oui, l'air. La brise froide, très fraîche, que vous sentez en ce moment. Ça sent l'humidité et le frais. C'est froid, et pourtant nous sommes en plein soleil. Ce qui est particulier, c'est notre altitude. Ce sommet-là est de 570 mètres. Donc on est assez élevé, ce qui nous place au-dessus du brouillard l'été. Chaque matin, le brouillard roule juste en dessous du vignoble et nous restons en plein soleil. Nous avons la luminosité, les radiations du sol. Toutes les conditions sont réunies pour obtenir un fruit à pleine maturité. Et nous avons la chance d'avoir le brouillard et cette brise qui maintiennent l'air au frais. Jason m'explique le concept de la biodynamie, qui utilise un système complexe de pulvérisation de plantes et de compost et qui se base sur les rythmes cosmiques pour toutes les opérations sur le vignoble. En résumé, tout procédé sur la vigne doit être le plus naturel possible. Réveil sur San Francisco, retour à la case départ. Je ne pouvais pas quitter le pays sans goûter à la folie qui s'empare de ses habitants lors de ces grands rendez-vous qui ponctuent le rythme des saisons et façonnent l'image de la ville. Alors, pour fêter la fin de ma route des vins en Californie, je m'offre enfin un bain de foule à l'occasion du très coloré carnaval de San Francisco.